je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Le terme grossophobie est entré dans le dictionnaire en 2019. Suite à une enquête récente et sérieuse menée sur presque 12 000 personnes, les personnes en situation d'obésité sont 23% à subir des discriminations et celles en obésité massive sont 41%, soit un niveau de discrimination plus de 2 fois plus élevé que celui observé dans la population générale. Et ce taux est en plus directement corrélé au stade de l'obésité. Ces discriminations peuvent être présentes dans l'espace public, mais aussi dans les domaines scolaires, professionnels, au sein de l'environnement familial et malheureusement aussi dans le milieu médical. C'est pour cela que nous remercions Isabelle de la Clergerie, patiente partenaire à Nice, d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Nous sommes également accompagnés du docteur Diane de la Clergerie, que vous connaissez désormais. Bonjour mesdames. Bonjour Jean-François. Isabelle, est-ce que vous pourriez d'abord brièvement vous présenter et nous dire ce que vous faites dans la vie ? Bonjour, d'abord je tenais à vous remercier pour cette invitation qui me permet de témoigner au micro de J'ai une question docteur. Donc j'ai 59 ans, j'ai repris l'année dernière des études à la faculté de médecine de Nice. J'ai suivi un DU qui s'intitule Art du soin en partenariat avec le patient et j'ai suivi également une formation donc, pour mettre en place une démarche ETP, c'est-à-dire éducation thérapeutique du patient. Grâce à ça, donc, j'ai pu devenir patiente partenaire. Donc actuellement, patiente partenaire avec le CHU de Nice, ainsi qu'avec le CI3P, c'est-à-dire le Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Alors, vous indiquez être patient partenaire. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste être patient partenaire ? Alors, patient partenaire, c'est vrai qu'on entend plusieurs choses, plusieurs noms. On entend patient ressources, patient expert, patient partenaire. Donc, il y a de multiples définitions. Moi, j'en retiens une. C'est celle de l'Université des patients de la Sorbonne et qui explique que c'est une personne atteinte d'une maladie qui transforme son expérience vécue de la maladie, justement, en expertise au service de la communauté. Et depuis quand vous êtes suivi pour votre poids et ça remonte, à quand remonte votre premier régime ? Alors, ça remonte très très longtemps puisque c'était à peu près, j'étais en 5e de mémoire. C'était suite à une visite scolaire. Donc, on était mesuré et pesé. Et à cette époque, l'IMC n'existait pas, puisque je crois qu'il est apparu en 1997, me semble-t-il. Donc, on avait un rapport poids-taille qui était extrêmement strict. Et suite à cette pesée, donc, je pesais 2 kilos de plus par rapport au poids que j'aurais dû peser à l'époque. Donc, une fois que le compte-rendu est arrivé à la maison, ma mère s'est affolée et m'a emmenée immédiatement consulter un jeune endocrinologue qui sortait, qui était tout frais et moulu de la faculté de médecine et qui m'a donné qui m'a prescrit un régime hypocalorique extrêmement sévère. Donc à base de ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'est-à-dire uniquement des viandes grillées, des poissons bouillis, des légumes vapeur. Et pour l'anecdote, au niveau du gras, j'avais même pas droit à du gras, puisque pour remplacer l'huile dans les vinaigrettes, c'était de l'huile de paraffine qu'on achetait à l'époque en pharmacie, puisque celle-ci n'est pas assimilée par l'organisme. Voilà. Donc malheureusement, ce régime, donc ce premier régime, m'a conduit à développer des troubles du comportement alimentaire. Et en dehors de ce jeune médecin, est-ce que tu as vu d'autres médecins dans l'enfance pour ton poids, justement ? Oui, parce que ça a été le début en fait d'une véritable ronde de médecins, une ronde d'un parcours médical sans fin, alors sans fin FIN, mais malheureusement pas sans fin FIM, parce que ça a été tout le long, tous ces régimes que j'ai vécus m'ont laissé des souvenirs extrêmement désagréables. Mais comme je ne perdais pas de poids de manière significative. Donc les consultations se sont enchaînées chez des spécialistes. J'ai notamment vu un professeur, je me souviens, de nutrition à l'Archer, et surtout une cohorte de médecins qui font maigrir. C'était à l'époque le terme
consacrés, c'est-à-dire c'était des médecins, des généralistes en général, qui prescrivaient des cocktails médicamenteux, des gélules qu'on faisait fabriquer en pharmacie, dans laquelle il pouvait y avoir aussi bien des extraits thyroïdiens que des diurétiques, etc. Et j'ai même eu un médecin qui m'a prescrit de l'isoméride, que j'ai pris quelque temps, et heureusement pour moi, sans dégâts, parce qu'on sait maintenant les conséquences, les ravages que ce médicament a pu provoquer. Finalement, au départ, pour 2 kilos de plus, je me suis retrouvée à l'âge de 18 ans à peser 78 kilos. Beau résultat. Et maintenant, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais aimé que ce médecin te dise le tout premier que tu as vu à 13 ans en consultation ? D'abord, quel était l'intérêt de m'emmener voir un médecin pour consulter pour ce motif ? Donc, aujourd'hui, j'aurais souhaité que ce médecin rassure ma mère, dans un premier temps, parce qu'elle peut-être parle d'un suivi. Pourquoi pas, pour voir si tout avançait, de suivre, tout simplement, mais en aucun cas, ne prescrire ce régime hypocalorique qui a engendré chez moi autant de souffrances, autant toutes ces privations qui m'ont conduite à avoir ces troubles du comportement alimentaire, et qui ont surtout changé mon rapport à l'alimentation, puisque la nourriture, à ce moment-là, est devenue un ennemi, et alors que la nourriture est quelque chose de naturel, l'alimentation est quelque chose de naturel. C'est effectivement important de noter que les injonctions du corps médical peuvent créer, voire aggraver des troubles des conduites alimentaires. Alors, je rappelle que les TCA, on entend généralement boulimie, hyperphagie et anorexie mentale. Est-ce que, donc plus tard, à l'âge adulte, tu as été confronté à d'autres injonctions de la part du corps médical sur ton poids ? Les injonctions ont effectivement été permanentes. Alors, il faut bien comprendre l'état d'esprit dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que moi, j'avais honte de mes échecs, puisque c'était de ma faute si je n'arrivais pas à perdre du poids. Donc, c'est un sentiment qui est dévastateur pour la confiance en soi. Donc, tout ce discours paternaliste, moralisateur, où on m'explique que c'est pour mon bien. Mais pour mon bien, est-ce qu'une seule fois, on m'a demandé ce qui, moi, me ferait du bien ? Non, jamais. Jamais. Ça a toujours été une infantilisation. On se sent réduit à n'être qu'un chiffre, un nombre sur la balance. Et on mettait tout le temps, enfin, tous ces médecins successifs me reprochaient donc ce manque de volonté, jusqu'à ce que mon médecin traitant me conseille donc de passer par la chirurgie bariatrique, qui pourrait être, selon lui, la seule alternative qui me restait, vu mon état. Alors, justement, concernant la chirurgie bariatrique, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle a été ton expérience avec les spécialistes dans ce domaine, et aussi si tu as reçu une information éclairée sur les différentes interventions possibles ? Pas du tout. Non, pas du tout, parce que suite à cette visite donc, avec le médecin traitant, j'ai été chercher sur Internet, comme font beaucoup de gens, donc des renseignements. Et tout ce que j'ai vu, moi, m'a effrayée, et je me suis dit que ça, c'était pas pour moi. L'opération me faisait peur à plusieurs titres, donc ce n'était pas pour moi. Donc non, j'ai pas cherché du tout d'informations à ce sujet-là. À tel point que, pour l'anecdote, il y a environ 2 ans, j'ai été contactée par une association locale qui organisait donc une soirée autour de l'obésité. Pour moi, c'était donc un groupe de parole. Donc, je suis arrivée donc à cette réunion, et en fait, je me suis sentie complètement prise au piège dans un traquenard, parce que c'était le lieu de la réunion, c'était les locaux professionnels de chirurgiens bariatriques,
bariatriques qui étaient là avec leur carte de visite et qui étaient là uniquement pour convaincre toutes les personnes qui étaient là qu'elles devaient se faire opérer. Donc il y a eu effectivement un tour de table où chacun se présentait. Et quand moi j'ai expliqué que ce n'était pas du tout la solution que je retenais, que j'avais mis en place autre chose, on m'a immédiatement coupé la parole et on a passé la parole à ma voisine puisque ce n'était pas le discours ambiant, c'était surtout pas le discours qu'ils voulaient entendre. Et au sortir de cette réunion, j'ai appris par la suite par un médecin, hein, je tiens à le dire, c'est un médecin qui me l'a confié, que plusieurs chirurgiens bariatriques de la région proposent à des patients qui ne correspondent pas aux critères définis de les opérer à l'étranger. Donc, ce qui veut dire aucun suivi post-opératoire, alors qu'on sait que dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, le suivi est extrêmement important, le suivi à vie. Effectivement, ça paraît assez ahurissant. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter notre 5e épisode sur la chirurgie bariatrique. C'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.